regardez la porte, là, il faut la fermer, faites attention. Installez-vous, on commence. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bonjour à ceux qui sont en présentiel aujourd'hui. Malgré les problèmes de transport, ils sont là. Je tiens à les remercier, donc les ingénieurs généralistes par apprentissage, mais également nos MDO, BTP et industrie. Merci à vous qui nous regardez également grâce au live de nos 25 centres en France, mais également nos institutionnels, nos partenaires et l'ensemble des publics intéressés par les causeries. Les causeries saisies, je le rappelle, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui nous regardent pour la première fois, qui ne connaissent pas forcément, ça existe depuis 9 ans maintenant. C'est un cycle de conférences, donc 24 à 26 conférences par an, organisé de fin octobre à fin avril, tous les mardis, de 13h à 14h. On vous propose des thématiques diverses et variées sur des techniques de management en sciences humaines ou encore les nouvelles technologies, l'industrie du futur, les transitions écologiques ou encore l'art, l'international, l'économie. Des sujets d'actualité, des sujets qui vous touchent tous. Vous qui avez une expérience, en tout cas pour les apprenants en entreprise, vous avez sûrement des thématiques lesquelles vous voulez échanger avec des experts que j'essaye de faire venir chaque semaine. On a la possibilité vraiment d'interagir, que ce soit vous dans la salle, vous n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions en fin de séquence, à peu près à 13h50, ou par le live. Donc n'hésitez pas à poser vos interrogations via le mail causerie au pluriel idfc@cesi.fr, causerie au pluriel idfc accroché @cesi.fr. Il y a la possibilité également de revoir des causeries donc sur les 2-3 années passées via YouTube. YouTube Saisie, sur la playlist Les causeries saisies. N'hésitez pas à aller revoir ou voir certaines thématiques qui vous intéresseraient. Aujourd'hui, on aborde l'écologie, le sentiment en entreprise, comment développer, déployer l'ensemble de ces thématiques en entreprise et dans vos esprits, dans vos mentalités, dans la mentalité de vos collègues. Mathilde est là, elle va se présenter. Mathilde Benez, merci à elle, vous pouvez l'applaudir de venir aujourd'hui. Je vous rappelle que l'ensemble de ces thématiques qu'on vous propose, c'est vraiment des outils de culture générale pour enrichir votre futur professionnel ou même personnel. C'est vraiment important d'apprendre à apprendre, de s'ouvrir à plein de thématiques qui ne vous touchent pas forcément au quotidien, qui ne font pas forcément partie de vos cahiers des charges dans vos formations, mais qui vous permettent de toujours s'élever, de toujours ouvrir votre culture, s'enrichir et vous permettre d'être toujours meilleur à la fois dans le monde professionnel ou dans votre vie personnelle. Vraiment, prenez ça à cœur, c'est important et je vous souhaite une très bonne causerie avec Mathilde. Merci Héloïse. Vous me dites, déjà merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, vous me dites si je cache l'écran, que je ne parle pas assez fort, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Le but c'est que ça vous serve. Ok, donc oui, ça c'est moi, je m'appelle Mathilde Ben, je suis coach professionnel, j'interviens dans les entreprises via du coaching et de la formation. J'ai démarré ma carrière dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. J'ai démarré en sortant d'école de commerce au Boston Consulting Group, une boîte de conseil en stratégie. Et puis après, j'ai fait un petit détour par l'industrie du luxe. J'ai passé 7 années chez Parfum Christian Dior. J'ai eu en 2017 ce que moi j'appelle le déclic écologique. J'ai compris qu'il y avait un énorme problème. Je n'étais pas sachante jusque-là, et puis j'ai compris, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Planet Wake Me Up, avec aujourd'hui différents métiers, différentes jambes. Donc je fais du coaching, de la formation et du conseil, et j'accompagne les individus, les collaborateurs, les équipes vers ce que moi j'appelle l'entreprise durable. Parce que notre modèle de société aujourd'hui, il n'est pas méga durable, et je pense que je ne vous apprends rien. Et donc je travaille, c'est pour ça que cette jolie phrase qui me tient tant à cœur, de l'écologie de soi à l'écologie planétaire. Nous ne changerons le monde que si on commence par se changer soi-même. Tout un programme. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du vivant et comment on remet le vivant au cœur de l'entreprise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce thème ? Eh bien, il ne vous aura pas échappé que le vivant est sacrément malade en ce moment.
Donc on va commencer par on va s'arrêter sur la crise écologique. Vous savez ce qui se passe, j'imagine. Non, vous ne savez pas. Au premier rang, on me dit non, moyennement, je vois des petites moues. Très bien. Donc je vous ai mis un petit schéma là, à droite, qui fait état de 9 processus biophysiques qui régulent la stabilité du système Terre. Ils sont tous en interaction les uns avec les autres. Et globalement, en 2009, des scientifiques ont mis à jour que ces 9 processus biophysiques existaient, ils étaient interconnectés et ils avaient chacun des seuils à ne pas dépasser sous peine d'emballement du système. Nous sommes en 2023 maintenant, et donc en 2022, sachez que sur ces 9 limites, nous en avons déjà dépassé 6. C'est donc un petit cataclysme que nous sommes en train de provoquer. Je dis « on » parce qu'à l'échelle des temps géologiques, il y a eu des changements de température, on parle beaucoup du changement climatique. Mais là, nous, l'espèce humaine, en quelques centaines d'années, on a réussi à globalement tout dérégler. On est très fort. Changement climatique. Le changement climatique, alors on me dit, vous ne savez pas trop, enfin globalement maintenant, depuis quelques années, ça a gagné en notoriété, en compréhension, et ça, on en parle de plus en plus, à la télé, dans les journaux, dans les livres, des conférences. Le changement climatique, vous me direz, c'est quoi le lien avec le vivant ? Donc vous savez que la température moyenne à la surface du globe terrestre se réchauffe. On a déjà pris plus 1,2 degré depuis 1850. Vous savez ce qui s'est passé en 1850 à peu près ? Qu'est-ce qu'on a découvert ? Le charbon, voilà, on a découvert les énergies fossiles. Et depuis, les énergies fossiles, quand on les brûle, elles émettent des gaz à effet de serre qui viennent réchauffer l'atmosphère. Le changement climatique, on commence à le vivre à plein et ça a de multiples conséquences. Le vivant, et nous, les humains, on est au cœur de tout ça, mais ça, on ne l'a pas peut-être encore tout à fait bien compris. Je vous en ai mis quelques-unes ici. On a commencé à voir cet été, même en France, l'intensification des phénomènes météorologiques, avec la multiplication des canicules, les sécheresses, les incendies, la perturbation du cycle de l'eau. Il y avait quand même une centaine de communes dans notre pays qui n'avaient plus accès à l'eau potable au mois d'août. On ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau. Quand même un truc de fou. Diminution des rendements agricoles. Il fait plus chaud, il y a moins d'eau, on produit moins. C'était sans compter sur la guerre en Ukraine. Bon, le Covid, vous le savez, prolifération de nouvelles maladies. La fonte des glaciers et de toutes les surfaces gelées actuellement libère des agents pathogènes dont on ne sait pas très très bien qui ils sont, comment ils vont réagir vis-à-vis de nous. Et le déplacement de population, vous le savez, c'est aussi un problème majeur qu'on ne sait pas aujourd'hui gérer dans nos pays dits occidentaux. Donc ça, c'est que le changement climatique. Évidemment, il nous impacte, nous, en premier lieu. Si nos écosystèmes se modifient, toutes les espèces vivantes en souffrent, ou en tout cas vont devoir s'adapter. Le monde végétal, le monde animal, dont, évidemment, n'oubliez pas, nous faisons partie. Ce serait bien s'il n'y avait que ça à gérer, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Sauf que, en parallèle de tout ça, donc en parallèle des énergies fossiles qu'on brûle pour être là, par exemple, le vivant s'effondre. Vous avez entendu parler de l'extinction, la 6e extinction de masse de la biodiversité, que nous sommes en train, un combat que nous menons rondement. Les insectes sont en train de disparaître, les grands mammifères marins sont en train de disparaître, les arbres, on les coupe tous plus vite que de raison. Donc le vivant s'effondre. Les ressources, vous savez que nous sommes sur un système fini, ce n'est pas des ingénieurs que je vais apprendre ça. Nous sommes dans le système Terre, a une certaine quantité de ressources. Ces ressources sont en quantité limitée, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et nous sommes déjà en train de devoir gérer des pénuries. Et enfin, dernier problème non des moindres, parce qu'il vient un peu l'espèce d'emballage, voilà, c'est le papier cadeau, c'est la pollution des différents écosystèmes, et notamment la pollution plastique. Donc, c'est pas glorieux. Et nous, quand je dis moi avec un autre coach, on s'est dit, OK, nous on travaille, nos clients, c'est les entreprises. Donc on s'est dit, bon, super, donc les entreprises, elles ont déjà une sacrée crise écologique à gérer, parce que qui dit tout ça, vous l'avez vu, ça impacte directement les business des boîtes. S'il n'y a plus de ressources, comment on produit ? Si les usines sont implantées dans des zones qui vont maintenant être impactées par les inondations, les sécheresses, etc., comment ça se passe sur la production ? Donc les entreprises, elles vont devoir gérer la crise écologique.
Et nous, on s'est interrogé sur le fait que, donc ce qui vient nous voir, les gens qui viennent nous voir dans nos cabinets de coaching, ils ne viennent pas forcément nous parler de la crise écologique. Ils viennent parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils sont en quête de sens. Donc on a mis à jour d'autres crises. Il y a notamment ce qu'on appelle la crise du travail. Donc bon, vous êtes déjà peut-être rentré sur le marché du travail, ou vous allez le faire bientôt. Aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes qu'on ne sait pas adresser. Les gens, en gros, tombent comme des mouches, n'ont plus envie de travailler dans le système tel qu'il est actuellement. Ça se traduit par des démissions en masse, une recherche de quête de sens. Les étudiants sont en première loge en la matière. Vous avez peut-être entendu parler du manifeste pour un réveil écologique, signé en 2018 par 30 000 étudiants de différentes grandes écoles qui appelaient les entreprises à changer de modèle. Donc, crise du travail en parallèle de la crise écologique, et puis une autre crise qui concerne les collectifs, les crises de performance et de l'innovation. Il y a des boîtes, ça vous l'avez peut-être étudié dans votre cursus, il y a des entreprises qui ont disparu faute d'avoir su prendre le virage de l'innovation au bon moment. Et nous, on s'est interrogé sur est-ce que ces trois crises juxtaposées, elles ont des liens entre elles, ou est-ce qu'elles n'ont rien à voir? Et on a trouvé, à minima, un lien. C'est ce qu'on a appelé l'épuisement des ressources. Dans les trois crises, quand on les regarde, quand on regarde par exemple un individu qui est en burn-out, c'est que globalement, il n'a plus de jus, plus d'énergie. Il avait des ressources au départ, et puis un jour, plus rien. Dans la crise écologique, on l'a vu, on épuise les ressources de la Terre. La meilleure façon de le regarder, vous êtes familier de ce critère, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Donc il y a des gens dans le monde qui, chaque année, depuis les années 70, calculent à partir de quel jour, dans l'année civile, on a utilisé les ressources que la Terre peut produire en une année. Merveilleux. 1970, globalement, l'humanité savait à peu près bien faire avec les ressources que la Terre nous donnait. Le jour du dépassement, c'était globalement à peu près la fin de l'année, donc super. Alors, vous me direz, on était moins nombreux, etc. Mais enfin, voilà. 50 ans plus tard, ce jour-là, l'année dernière, est tombé le 28 juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 29 juillet, nous vivons à crédit. On vit à crédit sur le dos de qui? De vous et des générations futures. C'est un problème. Donc l'épuisement des ressources dans la crise écologique, il est réel, quantifié, connu. Pourquoi 1970? Là aussi, vous avez peut-être entendu parler du fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. Donc, quand notre président de la République dit que nous ne pouvions pas prévoir la crise climatique, si on fact-check, c'est faux. On sait au moins depuis 1970, depuis la mise en place de toutes ces mesures, qu'on va avoir un problème à penser une croissance infinie dans un système aux ressources finies. Et donc, au-delà de cet épuisement des ressources, ce qu'on questionne, c'est la relation que nous, les humains, nous entretenons avec ce qu'on appelle le vivant. Alors là, on va commencer à rentrer, donc c'est bien phase de digestion. La digestion est un processus physique vivant, donc c'est merveilleux. Globalement, il y a 2-3 trucs qui nous interpellent. On peut se dire qu'on s'éloigne ou que le lien que nous avons avec le vivant n'est peut-être pas tout à fait juste. Quand nous sommes dans des espaces urbains, alors je ne sais pas qu'il y a un pointeur, mais enfin, je ne vais pas me risquer à faire des trucs. Donc, les espèces végétales, globalement, et les espèces animales dans nos vies, dans nos villes, elles sont très limitées. On leur alloue un tout petit espace et on les met globalement en prison. Dans notre relation au travail, vous voyez que le lien même à l'autre, alors certes, on peut dire que c'était un progrès qui nous a permis de dépasser la crise du Covid, mais l'apparition du télétravail contribue à distendre le lien dans les équipes. On travaille les uns à côté des autres, on vit, on consomme de la culture, par exemple, à travers écran interposé. Je suis même la première à le faire, je vais à un concert, je vais filmer à un moment donné un bout du concert, j'expérimente le concert à travers l'écran. Il y a quand même quelque chose qui devrait un peu nous questionner sur le lien qu'on entretient avec le vivant, quand on ne parle pas de réalité virtuelle ou de l'irruption de ce fameux chat GPT et de ce qu'on appelle la so-called intelligence artificielle, dont Sylvain Tesson dit qu'il y a un mot de trop entre intelligence et artificielle, mais les deux ne vont pas ensemble. Donc notre relation au vivant, pour nous, elle est dysfonctionnelle. Une des raisons qui peut l'expliquer, c'est qu'en fait, on vit de plus en plus loin du vivant. La nature, on la repousse de plus en plus. Nos habitats par l'étalement urbain fait qu'on est de plus en plus loin de la nature.
Je vois que ça, il va y avoir des réactions au premier rang, ça va être fabuleux. En France, en moyenne, on vit à 16 km de la nature. Loin des yeux, loin du cœur. On ne peut pas protéger déjà quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être sensible à quelque chose qu'on ne connaît pas. Deuxième chose, nos interactions avec la nature diminuent. Donc on passe plus de 4h30 par jour sur les écrans. Par contre, aller faire une balade en forêt, ça, moins souvent. Et enfin, nos connaissances sur la nature s'appauvrissent, phénomène peut-être concomitant des deux autres. Si on demande à un enfant, alors en France ou en Amérique, mais peu importe, et même à moi, de citer des espèces de fleurs ou de reconnaître des espèces d'arbres, eh ben, c'est vrai que je crois que je connais plus de noms de marques et de noms d'entreprises que d'espèces végétales. C'est un problème. Ils ont regardé, il y a une étude qui est sortie en fin d'année dernière qui observe qui comptabilise le nombre d'espèces animales, par exemple, présents aux films de Walt Disney. Dans les années 1930, premier Disney Blanche-Neige en 1937, il y avait plus d'une vingtaine d'espèces animales qui étaient représentées à l'écran. Depuis, dans les années 2000, on est à moins de 5. Donc, en fait, le vivant, la nature, se raréfie, même dans les productions artistiques qu'on peut faire. Tout ça, ça nous conduit à une chose, je vous dis, loin des yeux, loin du cœur. Ce qui se passe sur la planète, on ne le sait pas trop. C'est un peu caché ou on ne veut pas voir. On appelle ça le phénomène de déni. En ce moment même, je vous ai mis une petite photo de ce qui se passe à Lützerath en Allemagne. C'est quoi? C'est une mine, la plus grande mine de charbon à ciel ouvert. Donc on a rasé des villages en Allemagne pour extraire du charbon. Vous savez que l'Allemagne fonctionne énormément dans son mix énergétique, fonctionne beaucoup sur le charbon. Là, avec le problème de l'approvisionnement en gaz russe, ils se rabattent encore plus sur le charbon. Et là, on y va. Donc, vous voyez, là, d'un espace gorgé de vie, on fait un espace mort pour aller chercher des énergies fossiles dans le sol. Alors ça, c'est une chose. Vous pouvez regarder le dernier numéro de Cache Investigation de jeudi dernier qui montre justement comment Total est en train d'éradiquer la biodiversité avec son projet de pipeline en Ouganda et en Tanzanie. En ce moment même, on détruit à des vitesses toujours plus grandes la forêt amazonienne. Donc la destruction du vivant, ce n'est pas un espèce de truc dont on parle dans les livres, ce n'était pas avant, c'est maintenant tout de suite. Ça continue et ça s'accélère. Et laissez-moi vous dire que sans vivant, nous, on n'est pas très très bien. Donc, notre civilisation, moi j'ai dit que tout bonnement, nous sommes malades. Nous avons 3 maladies distinctes, mais qui là aussi se potentialisent. On est d'une part drogués, addicts aux énergies fossiles. Et sans passer, ça va être très compliqué. On est anesthésié, on ne veut pas voir. La technologie nous sert grandement à cette anesthésie générale. Et enfin, on est victime de ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. C'est-à-dire qu'on perd la notion de qu'est-ce qu'est un bon état, un bon écosystème naturel en bonne santé. Parce que de génération en génération, donc, tous les 20-25 ans, on s'habitue au fait qu'il y a moins de poissons dans la mer, qu'il y a plus d'insectes qui s'écrasent sur les pare-brises, qu'il y a moins d'espèces de fleurs, qu'il y a de la monoculture partout dans les régions françaises. On s'habitue à ça et donc on perd collectivement la mémoire de ce qu'est un bon écosystème naturel. Donc, on est malade. Mais, évidemment, ça va se soigner. Autre chose que je voulais vous partager, donc ça, c'est le côté psy qui rapplique, mais là encore, dans les 3 crises, je vous ai dit, on a vu le phénomène d'effondrement, d'épuisement des ressources. Il y a plein d'autres phénomènes qu'on retrouve dans les 3 crises. Quand on regarde un burn-out, quand on regarde une crise de l'innovation, quand on regarde la crise écologique, il y a tous ces phénomènes qu'on va retrouver et qui questionnent notre place dans le vivant, à nous, les humains. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on épuise les ressources, on va au-delà de ce que la Terre peut donner, on dépasse les limites. On est, je vous l'ai vu, dans l'amnésie, dans l'anesthésie, on est dans le déni de ce qui arrive. Parce que si vraiment nous avions conscience de ce qui est en train d'arriver, a priori, on devrait se bouger les fesses. On est dans une logique de prédation et de domination de tout ce qui nous entoure. On a décrété que l'espèce humaine était la plus intelligente de toutes les espèces vivantes. On s'est mis au sommet de la pyramide. Et le reste, du coup, on s'est donné le droit de le dominer et d'être des prédateurs, d'être des extracteurs de ressources. Sentiment de toute puissance. Voilà, on espère qu'on doit réduire, par exemple, les gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. 40%, c'est très, très compliqué. Vous savez qu'en 2020, année du Covid, parce que
l'économie mondiale a été mise à l'arrêt, les gaz à effet de serre ont baissé de 5%. Et il faudrait que tous les ans, on ait un Covid de plus pour continuer à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est un truc de malade. On n'a pas commencé à le faire, mais on pense qu'un miracle, et notamment technologique, va arriver. La technologie n'existe pas, mais quelqu'un, quelque part, va bien inventer la solution. Un lien dysfonctionnel à l'environnement, on l'a vu. On est dans ce qu'on appelle la perte du lien et de l'écoute. Là, pareil, si vous les connaissez peut-être, mais sinon, vraiment, je vous encourage à aller regarder ce qu'ils ont produit, que ce soit Sylvain Tesson, d'une anthropologue comme Nastasia Martin, ou je voulais parler de Baptiste Morisot. En fait, on passe à côté, on a perdu le lien et l'écoute de toutes les autres langues qui sont parlées par le vivant. On n'écoute pas, on ne comprend pas. Un oiseau qui passe, on se dit au mieux c'est un oiseau, on ne sait pas très bien quelle espèce, puis ça ne nous intéresse pas trop. On n'est pas réceptif, on n'est pas sensible, on n'écoute pas. Dans un burn-out, je fais le lien avec le burn-out, je vois des sourcils qui se lèvent. Quand on fait un burn-out, l'irruption du burn-out, le burn-out c'est le dernier symptôme. Le corps, vous savez ce qui se passe dans le burn-out ? Le corps se shut down. Le cerveau dit « Tu ne m'as pas écouté, je t'ai envoyé des tonnes et des tonnes de signaux pour te dire que tu tirais trop sur la corde. » À un moment donné, principe de survie, je shut down. Et un beau matin, alors que la veille, vous étiez en pleine forme, un beau matin, vous ne pouvez plus vous lever. Vous ne comprenez pas. Vous dites « Oh, la machine, là, ça se réveille ?» Eh ben non. Parce qu'on n'est pas à l'écoute de tout un tas de langues qui sont parlées autour de nous. La langue du corps, la langue des émotions, par exemple, pour l'individu, mais la langue des autres espèces en ce qui concerne la nature. Bon, allez, on va arrêter avec le constat catastrophiste, mais enfin, c'est important de regarder les choses en face. Vous êtes jeune et vous pouvez faire le choix du vivant, vous, là, maintenant, dans ce que vous faites, dans les métiers que vous êtes en train d'apprendre, dans les entreprises que vous avez envie de rejoindre. Donc nous, on invite dans nos coachings, et puis on n'est pas les seuls, à se reconnecter au vivant. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, alors on va au moins essayer d'envisager peut-être d'autres façons d'être en lien, d'être en relation avec le vivant, que d'être dans une logique de prédation et de domination, qui, elle, certes a fonctionné depuis 250 ans, mais a priori n'est pas durable. Et donc ça, nous, on le travaille à la fois en individuel, en collectif, et puis effectivement au niveau planétaire. Je voulais vous montrer ça. Donc l'enjeu, il est de passer, alors c'est très facile à montrer en slide, moins à faire au niveau du monde, mais il est de sortir du système qui épuise les ressources à un système qui va les régénérer. Un système qui épuise les ressources, donc vous savez que le monde est bien fait. En général, à une mesure d'activité devrait correspondre une mesure de repos. C'est pour ça qu'il y a la nuit qui compense le jour. La nuit, on se repose, le jour, on se dépense. Il y a le week-end, et puis il y a la semaine, il y a des temps de vacances, etc. Donc, tout va bien tant qu'on a un stock de ressources fini. On les dépense, dans le travail par exemple, et puis après, on les régénère. Ça commence à se détraquer quand les temps de régénération ne sont plus suffisants pour restaurer 100% du stock de ressources. Et c'est ça qui se passe dans les phénomènes de pathologie du travail. C'est ce qui se passe, par exemple, sur les terres agricoles. Les jachères, c'est le temps de repos de la terre. Bon, normalement, avant, on disait qu'il fallait, sur un cycle de 3 ans, pendant 2 ans, on peut utiliser la terre, elle va produire, et puis après, pendant 1 an, on la laisse se reposer. Ça, globalement, maintenant, il n'y a plus que 1% des sols en France qui sont des terres en jachère. Et puis là, avec la crise en Ukraine, on a dit, allez hop, on les réquisitionne. Du coup, plus de jachère. Si on ne laisse pas au sol le temps de se régénérer, eh ben, la nourriture qui va pousser sur ce sol va être a priori de plus en plus pauvre, de moins bonne qualité nutritionnelle. Et ça, après, derrière, c'est sur notre vivant à nous que ça va rejaillir. Donc l'idée, arrêtez d'être dans cette spirale de l'épuisement des ressources pour aller vers la régénération. Je vous ai mis une photo ici, issue d'un film. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce film. C'est le film « Encore » de Cédric Clapiche, sorti l'année dernière. Et donc là, ça illustre comment le système individuel peut se régénérer au contact du collectif. Pourquoi ? Je vous raconte l'histoire très vite. Cette jeune demoiselle-là, Marion Barbeau, incarne une danseuse étoile de l'opéra, ce qu'elle est dans la vraie vie.
Et dans le film, au démarrage du film, elle se blesse, blessure physique à la cheville. On lui dit « vous ne pourrez plus jamais danser ». Origine de la blessure physique, une blessure émotionnelle, chagrin d'amour. Bon. Elle va se régénérer, on lui dit « vous ne pourrez plus jamais danser ». Donc elle a épuisé ses ressources, son corps lui dit « stop » et c'est fini. Elle va se régénérer, retrouver la sève dans un autre secteur de la danse. Donc elle va quitter le monde de la danse classique pour aller vers la danse contemporaine. Elle va soigner sa blessure physique via du repos, soigner sa blessure émotionnelle via un travail sur elle, et elle va finir par redanser grâce à l'énergie, à la vivance, si j'ose dire, du collectif dans lequel elle évolue. Donc il est possible, notre corps a les capacités de guérison, on peut se régénérer soi-même. Bonne nouvelle. Au niveau des systèmes naturels, c'est pareil. Je vous ai mis ici 2 photos. Ce sont des réserves maintenant naturelles au Brésil qu'un photographe qui s'appelle Sebastião Salgado, il a racheté ces terres. Donc il y a 20 ans, en gros, il rachète un espace qui est mort. Il n'y a plus d'eau, plus d'espèces, plus de biodiversité, il n'y a plus d'animaux, plus d'espèces d'arbres. 20 ans après, c'est sans trucage, la vie est revenue. Donc c'est possible. Je crois qu'on fera... Oui. Alors. C'est bon ? Oui, je t'en prie. Vous m'entendez ? Oui. Je disais que là, la vie, elle est revenue ou bien c'est lui qui a planté des arbres ? Tout à fait. Elle n'est pas revenue toute seule. Il y a eu un savant, il y a une équipe avec déjà des gens qui connaissent la topographie des lieux, qui vont savoir quelles espèces il est possible de planter, justement peut-être pour que certaines espèces végétales captent l'eau, qu'elles soient économes en eau, pour pouvoir éviter de surirriguer cette parcelle-là et que ça soit le désert tout autour. Et ensuite, là, un peu comme dans la permaculture ou dans des forêts-jardins comme avant, il y a effectivement, c'est la science humaine, la connaissance de la nature, qui en est peut-être qu'à ses balbutiements, qui a permis de sélectionner les bonnes espèces végétales, trouver les chemins pour que, je te dis, il n'y ait pas trop d'irrigation, que ça ne consomme pas trop d'eau. Et peu à peu, il faut 20 ans quand même. C'est pour ça quand on dit planter un arbre aujourd'hui pour s'acheter un crédit carbone, l'arbre ne pousse pas comme ça. Il faut du temps, il faut laisser du temps à la nature pour se régénérer. Mais après 20 ans, et donc d'un savant mélange de certaines interactions entre nos connaissances humaines et la puissance des autres espèces du vivant, pour arriver à donner ça. Donc certes, ils sont plantés, un peu, et puis après, en fait, il faut accepter de laisser faire. Et aujourd'hui, ça donne ça. Mais effectivement, là, dans le reportage que je vous citais tout à l'heure sur Cache Investigation, très intéressant de regarder qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le vivant. Si on plante des arbres teck, qui sont des espèces asiatiques en Amérique latine, ça ne marche pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas le sol, et ce n'est pas ce dont ils ont besoin pour pousser. Donc Aurélien Barraud, l'astrophysicien, dit qu'effectivement, les arbres, ce n'est pas des joujoux d'ingénieurs, c'est lui qui le dit. Il faut accepter qu'on est très petit, et peut-être qu'au démarrage, au début de la connaissance réelle du monde vivant, vous avez peut-être vu passer tous ces ouvrages sur le fait que les arbres communiquent les uns avec les autres par leur tissu racinaire, on connaît globalement pas grand-chose. Donc à un moment donné, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, il faut aussi écouter, observer, on va y venir, ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais en tout cas, c'est possible. Donc moi, ça me donne de l'espoir. Bon, donc pour faire ça, c'est à la fois très simple et très compliqué. Pour qu'on puisse faire ça, donc il faut faire comme la girafe. Il va falloir sortir la tête des nuages, prendre du recul. Il faut juste, moi ce que j'appelle dans mon métier, changer de posture, changer de lunettes, changer la façon dont on regarde le monde, changer de fréquence avec qui on se connecte, changer de logiciel, de paradigme, changer de système. Donc là, attention, on va monter un petit peu dans les sphères du questionnement philosophique et existentiel, parce que ce qu'il faut qu'on fasse, collectivement, il faut qu'on sorte de ça. Ça, globalement, on est en train de scier la branche sur laquelle on est, parce que nous sommes le vivant. On pense qu'on est au-dessus, bien au-delà et très différent. Nous sommes le vivant. Donc si on scie et qu'on extermine tout ce qu'il y a en dessous, à un moment donné, on va tomber. Ça, c'est
le monde de l'ego, donc on est égocentré. C'est logique de domination et d'asservissement, sentiment de toute puissance. C'est super, c'est laissé, on va aller coloniser Mars. Fantastique, il y a des tonnes de problèmes sur la planète, mais on va plutôt aller détruire une autre planète du système solaire. Notre folie peut nous conduire dans l'abîme, hein. Et on n'est pas loin, il y a des choix de société aujourd'hui qu'il faut se poser. C'est pour ça que je vous les pose à vous, parce que vous êtes notre espoir, nos solutions de demain. Donc il faut sortir de ça pour aller vers l'éco. L'éco, l'écologie, peut-être même l'économie. Hein. Au départ, ce n'était pas une science folle, c'est vraiment une façon de gérer sa maison. Et donc, dans cet écosystème, alors là, ce ne sont plus les logiques de prédation et de domination qui prévalent, mais de la coopération et de l'entraide. Pourquoi ? Parce que, donc déjà, l'homme, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, mais dans notre société patriarcale, les hommes se sont effectivement arrogés la première place, les femmes sont en dessous. Dans celui-là, j'adore, les femmes sont au même niveau que les hommes et nous pensons comme étant une partie d'un tout dans un écosystème où nous interagissons les uns avec les autres. Donc ça nécessite quoi ? Un peu d'humilité, de la vulnérabilité. Et on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais revoir, parce que ce qui nous titille derrière tout ça, c'est l'acceptation de nos finitudes. Nous avons des limites, et ça, on n'aime pas trop, mais c'est comme ça. Et donc, si on avait du temps et 4 heures pour philosopher, je vous inviterais à réfléchir à quelques questions, mais la causerie peut se poursuivre au-delà de 14 heures. Moi, les questions que je pose et qu'on pose aux entreprises, c'est avec quelle place on habite le monde aujourd'hui et comment on souhaite l'habiter demain, avec quelle posture on veut l'habiter et quel type de relation on veut avoir avec les autres espèces. Bon, là, je vous dis, c'est l'heure de la digestion, donc on ne va pas non plus épiloguer, mais les vraies questions, elles sont là. Donc le changement de posture, il nécessite d'aller chercher un peu profondément en soi, de se poser des questions presque existentialistes sur, ontologiquement, qui nous sommes, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut laisser comme empreinte. Waouh! Après, on va voir que ça se décline de manière plus opérationnelle. J'ai convoqué Einstein, parce que je l'aime bien, ce grand savant fou, mais qui néanmoins a dit des choses, ou en tout cas on lui prête des dires qui, moi, me parlent beaucoup dans mon métier. Il dit quoi ? Il dit que globalement, pour solutionner les problèmes d'aujourd'hui, si on fait appel aux solutions du passé, ça ne va pas marcher. Donc, business as usual dans les entreprises, ça ne peut pas fonctionner. Teaching as usual dans les écoles, dans les facs, etc., ça ne peut pas fonctionner. Il faut revoir fondamentalement la façon dont on opère, dont on agit, dont on se comporte. Dans les 20 minutes qui nous restent, on va parler des solutions. Concrètement, une fois que tu as dit ça, Mathilde, comment on fait ? Donc avec mon acolyte Eric, on a travaillé sur c'est pas un modèle, mais en tout cas quelque chose, un petit modèle qui nous invite à 3 choses. Déjà, premier temps, observer. Vous allez voir, ce n'est pas très naturel chez nous. 2, s'inspirer. Troisièmement, intégrer. Pensez-le dans votre vie au quotidien. Autre citation d'Einstein, je ne résiste pas au plaisir de vous la partager. La folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Si vous ne changez pas quelque chose dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, globalement, vous pouvez être à peu près sûr que vous aurez le même résultat. Et ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises pour gérer la transition écologique, c'est on fait tout pour ne surtout pas changer le résultat. Donc on dit on va faire tout pareil qu'avant, mais on va le faire avec une contribution nette positive sur le CO2. C'est-à-dire qu'on va émettre, on ne va rien changer à notre activité de production, mais par magie, parce qu'on va planter des arbres, on va acheter des crédits carbone, on va un petit peu enlever les bouteilles en plastique, etc. Et là, super, merveilleux, on peut continuer à faire comme aujourd'hui. Ça ne marche pas. Alors, premier temps, l'observation. Ça peut être une observation dans un sommeil. Observation, pourquoi ? L'observation, c'est une nouvelle posture. C'est une posture qui requiert de l'humilité, de la patience. C'est pas trop notre fort en 2023. C'est une posture qui est décentrée. C'est-à-dire que pour une fois, on ne va pas être dans un pouvoir d'action. On va juste se mettre en retrait. On va observer.
Observer ce qui se passe autour de nous. Observer justement comment on interagit avec son collègue. Si son collègue, je sais pas moi, est en colère, on va peut-être, plutôt que de lui hurler dessus, on va dire mais qu'est-ce qui te prend? On va peut-être observer, essayer de comprendre. C'est une autre façon de poser un diagnostic. Donc l'observation peut être déjà un super outil avant d'agir. Et ça, on ne le fait pas beaucoup. Deuxième étape, on va s'inspirer. Évidemment, on parle du vivant, donc on va commencer par regarder la nature, que nous connaissons mal. En tout cas, moi, j'estime que je la connais très mal, et pourtant, je vous en parle. Je vous ai mis 3 images. La première à gauche, c'est le système racinaire d'un pin qui a 2 mois. Et ça nous montre quoi? C'est que les espèces végétales, pour pouvoir s'élever, d'abord, elles s'enracinent. Alors ça, nous qui voulons tout de suite du résultat, on fait un truc, il faut qu'il y ait le résultat, et hop, nanana. Ah ben là, non, il faut attendre qu'il y ait l'enracinement pour pouvoir s'élever. Ça on ne pense pas comme ça en général. Ça veut dire qu'il faut du temps, ça questionne notre rapport au visible et à l'invisible, mais ce qui est en train de se passer dessous, là, c'est toute la croissance future de l'arbre qui est en train de se mettre en place. Mais ça ne se voit pas. Donc on pourrait se dire, oh là là, mais c'est trop long. Et là, il y a tout le système de régénération de l'arbre qui se met en place, avant même que ça ne soit visible. Intéressant, comment on va décliner ça dans les entreprises. Deuxième exemple ici, on peut le regarder sous l'angle du leadership, les vols d'oies sauvages ou de toutes les espèces animales dites sociales, en tout cas qui vivent en bande. C'est intéressant de regarder que les faiblesses des uns sont compensées par les forces des autres. Il y a un leadership tournant, par exemple, dans les grandes migrations. Quand vous regardez des grands vols de différentes espèces d'oiseaux, vous voyez que parfois, c'est pas le même qui est devant pendant toute la traversée. Il y a des mouvements d'intelligence collective au service de l'objectif à atteindre. Et ça, c'est pareil, c'est pas notre façon de nous organiser dans les entreprises. Et dernier exemple, c'est le rôle des vers de terre. Pas très ragoûtants, mais enfin, ils sont diablement utiles, ceux-là, dans les sols. Donc là, c'est comment un agent externe va venir potentialiser en fait, l'écosystème dans lequel il vit. Le ver de terre, il a plein de rôles différents, et plein de rôles super. Bon, déjà, il est quand même, alors lui, pour le coup, il est un peu magique. Il prend des déchets organiques et il les transforme en compost, en une terre qui est hyper riche en nutriments. Super, on lui dit merci. Deuxièmement, il aère les sols, et donc il permet à l'eau de pluie de mieux ruisseler et d'irriguer en fait tous les sols, aux nutriments de mieux se répartir. Donc en fait, on ne lui a rien demandé et par son action, il enrichit l'écosystème. Fantastique le ver de terre. Donc en tout cas, ce ne sont que 3 exemples, il y en a des milliers. La nature peut nous apprendre énormément sur nos façons de faire et probablement que la majeure partie des solutions de demain, elles s'y trouvent. Et donc, je voulais finir avec ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura pris le temps d'observer, on se sera inspiré, en fait, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans les entreprises? Là, je vous partage 4 modèles d'entreprises qui ont fait ce choix, en tout cas, d'interroger, de remettre en cause la place du vivant, la place de l'humain dans le vivant, la façon d'interagir les uns avec les autres. Donc, il y en a 4, je regarde la montre. Je ne vais pas avoir le temps de tous vous les détailler. Et donc, le premier, c'est l'économie. Économie, c'est un mot qui a été inventé par un chef d'entreprise qui s'appelle Emmanuel Druon. C'est le patron de l'entreprise Pocheco. Pocheco, c'est situé dans le nord de la France, du côté de Lille. Ça fabrique des enveloppes en papier. On va me dire, super. Quand il reprend l'entreprise, globalement, situation économique très compliquée. Donc en fait, il n'a pas d'autre choix que de chercher la réinvention de son modèle économique et il va la trouver c'est un marché qui est très concurrentiel, l'enveloppe. Personne n'a envie de payer son enveloppe X centimes quand on la fait venir de Chine, elle coûte 2 centimes. Donc si on dit qu'on la price à 1 euro, ça va être un peu compliqué. Et donc, il réinvente. En fait, il a travaillé. D'abord, il a réinventé ça avec les collaborateurs, pas tout seul dans son bureau. Il a réinventé en fait tout le projet d'entreprise autour d'un motto qui est « produire sans détruire ». Et donc, ils ont revu comme ça, ils ont revu toute la boîte, ce n'est pas juste l'appareil de production, ils sont allés challenger le projet d'entreprise, la raison d'être, la gouvernance, c'est-à-dire comment on prend des décisions, quels sont les écarts de salaire entre les salaires les plus faibles et les salaires les plus élevés. Il a fait le choix de les limiter dans un rapport de 1 à 4, c'est très peu. Il a fait le choix d'une hiérarchie très flat.
et donc de construire le projet d'entreprise avec les collaborateurs. Donc il y a une décentralisation du pouvoir, et vous allez voir, dans d'autres modèles, c'est poussé encore plus loin. Il a évidemment rechallengé tout l'approvisionnement en amont, par exemple sur le papier. Donc le papier vient des arbres. Les arbres, il s'est dit, chaque fois que je coupe un arbre, j'en replante 4. Régénération. Et puis en aval, évidemment, il va jusqu'au bout. Donc dans son offre de produits et de services, il va proposer des choses, zéro déchet, etc. Tout ce qu'il a fait dans son usine, que vous pouvez voir là, en fait, il a essayé de faire, il a réussi, hein. Économiquement, c'était intéressant. Je crois qu'il galère quand même aujourd'hui parce que la concurrence est de plus en plus forte. Mais il a voulu construire quelque chose qui déjà s'inscrivait dans l'écosystème naturel. Donc il a recouvert l'usine de bois pour que ça soit un matériau quelque part qui s'intègre dans l'espace naturel. Il a végétalisé les toitures. Il récupère les eaux de pluie qui servent à nettoyer les machines avec du savon de Marseille. Toutes les encres, il a enlevé les polluants. Il travaille à l'autonomie énergétique, alimentaire, etc. Donc, et ça, il ne peut pas y arriver tout seul. C'est un vrai projet d'entreprise. Et vous allez voir, dans les 4 modèles, il y a toujours le volet social, l'humain et environnemental. Les deux fonctionnent toujours ensemble. Autre modèle intéressant, c'est ce qu'on appelle la théorie du donut. Ça, c'est une économiste anglaise, Kate Raworth, qui l'a mis à jour en 2012. Si vous avez suivi, vous n'avez pas trop dormi, vous voyez que là, en fait, l'extérieur du donut, c'est on retrouve nos fameuses limites planétaires. Il y en a 9, d'accord ? Donc elle s'est dit maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de faire du business sans dépasser ces limites-là, parce que sinon, c'est mortifère pour le vivant. Très bien. Deuxième chose qu'elle découvre, elle se dit, mais quand même, il y a tellement d'inégalités, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il y a un minimum d'acquis sociaux il faut à minima les assurer. Il faut permettre à chacun de se nourrir, de se loger, d'avoir accès à l'éducation. Donc c'est ce qu'elle a appelé le plancher social. Et entre les deux, donc entre le plancher social et les limites planétaires, eh ben, elle a décrit ça comme étant l'espace sûr pour faire du business de manière durable. Et donc, tous les systèmes économiques, une entreprise ou une ville, devraient pouvoir se trouver dans ces limites-là. Donc là aussi, les modèles, c'est toujours, quand on les voit, moi je me dis toujours, mais c'est très facile à faire, c'est plus compliqué. Les villes se sont bizarrement emparées beaucoup de ce modèle-là, donc, et notamment les villes en Europe. Donc il y a Amsterdam qui, depuis 2019, conduit tout un travail justement pour repenser la ville en 2050 dans les limites de ce modèle-là. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller regarder, il y a un site internet, c'est super intéressant de regarder que ça passe en général et d'abord par la consultation des citoyens. Et moi, je m'étais laissé embarquer dans une initiative comme ça à la mairie de Paris, dans le 10e arrondissement où j'habitais avant. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai mis un pied là-dedans. Et voilà, donc nous sommes la force de changement, par exemple, dans nos villes. Donc on peut faire, nous, plein de choses. Troisième modèle, c'est ce qu'on appelle, ce que Sylvain Brezard, le PDG de Norcis, ça fait du service, ce sont des services en informatique, en numérique. Il a mis au point, en fait, il a repris le concept de permaculture et il l'a décliné dans l'entreprise. Donc en gros, la permaculture, ça a 3 piliers, c'est prendre soin des êtres humains par le bien manger, prendre soin de la planète, donc ne pas abîmer les écosystèmes, et se fixer des limites, partager les richesses. Globalement, il a repris le modèle de la permaculture, il l'a décliné en entreprise. Ça, c'est presque tout chaud, ça vient de sortir. C'est extrêmement intéressant. Le temps va me manquer, mais en tout cas, il le décline, par exemple, dans le management. Il délègue beaucoup du pouvoir à ses collaborateurs. Par exemple, dès 2015, il a mis en place le télétravail parce qu'il a vu que ça répondait à un besoin de ses collaborateurs. Bon, puis après, il y a eu la crise du Covid, très bien, tout le monde s'est mis sur le télétravail. Maintenant, en réinterrogeant ses collaborateurs, visiblement, ce qui sort, c'est que ça n'est pas complètement satisfaisant. Donc, ils sont encore en train de faire évoluer le modèle. Donc, c'est des modèles qui vivent. Vous voyez, on retrouve le vivant, mais qui vivent en permanence. Il n'y a pas de vérité absolue, un modèle qui serait bon et qui, après, serait immuable dans le temps. Donc, intéressant de regarder ça. Quand ce matin même, j'avais un dirigeant au téléphone qui me dit, je ne comprends pas, un énorme turnover dans ma boîte. Ils mettent en place des services d'appel pour les médecins, pour les urgences, etc. Et je lui dis, ça serait super intéressant de comprendre. Chez Norcis, typiquement, perma-entreprise, ils vont se dire, il y a des signaux faibles, on écoute, on va essayer d'apporter des solutions. Ce matin, le dirigeant m'a dit, je n'ai pas le temps. Bon, vous voyez, on peut toujours choisir de faire d'une façon ou d'une autre.
Dernier modèle, et celui-là vraiment, donc il y a un papier, je l'ai apporté, mais je ne vais pas vous le lire. Ça, c'est aussi extrêmement riche, extrêmement puissant. C'est le modèle de l'entreprise régénérative, carrément. Donc là, le vivant est au cœur du modèle. C'est comment, en fait, on met la vie et le vivant au centre de chaque décision des dirigeants et des collaborateurs. Donc c'est waouh. C'est pas qu'un modèle sorti de la tête d'un ingénieur et d'un chercheur qui s'appelle Christophe Samples. Ça a été repris et c'est ce qui guide, est-ce que vous avez entendu parler de ça, la Convention des entreprises pour le climat. C'est des entreprises, il y en a 150 au début, parce que maintenant ça fait des petits, il y en a partout. Il y a 150 entreprises qui se sont dit, nous, on veut changer de modèle, et elles se sont mises ensemble, elles ont accompagné par des coachs, elles ont évolué, elles sont en train de faire évoluer leur modèle d'affaires autour de ce concept de l'entreprise régénérative. L'entreprise régénérative vise à penser notre rapport au vivant dans un mode symbiotique, donc avec le reste du vivant, et co-évolutive. À chaque fois, dans tous les modèles, vous retrouvez le fait, et ça, c'est pas très français, mais qu'en fait, on a le droit à l'erreur. Alors ça, si on me l'avait appris il y a quelques années, je pense que j'aurais fait moins de bêtises, mais moins une recherche d'une quête de perfection et d'enlever l'erreur absolument. On a le droit de se planter, donc on a le droit de faire du test and learn, on a le droit d'expérimenter. Ça, c'est plutôt cool. C'est assez à rebours de la façon dont on pense en France. Donc, hyper intéressant. Je vous montre un dernier modèle. Alors ça, si un jour vous passez par les Pays-Bas, alors vous irez voir Amsterdam avec sa théorie du donut et vous irez peut-être voir l'entreprise Buurtzorg. Buurtzorg, ils font quoi? Ils font du soin à la personne. En gros, c'est des infirmiers et des infirmières en libéral. Donc, ils vont chez les gens pour faire les piqûres, pour faire les toilettes, etc. C'est un modèle le modèle organisationnel de l'entreprise est la réplication du modèle cellulaire humain. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un grand modèle, un grand système qui est composé de plein de sous-systèmes. Il y a quand même 10 000 personnes qui bossent là-dedans. Et ça s'organise. En fait, le pouvoir est délégué à chaque cellule. Une cellule, c'est entre 6 et 12 infirmiers ou infirmières. Ils ont le pouvoir. En fait, ils s'auto-gouvernent. Ils s'autorégulent, ils gèrent tout, la comptabilité, le commercial, ils gèrent les patients, avec une tagline qui est « Humanity over Bureaucracy ». Donc ça, c'est quand même pas mal aussi dans le soin. Enfin, moi, ça m'interpelle. Le patron, au départ, il a voulu changer le système de soins aux Pays-Bas. Il y a 4 valeurs qui sont fondamentales et qui, en fait, je me suis dit, oh là là, moi aujourd'hui je suis seule dans ma boîte, je fais du coaching toute seule ou en réseau avec d'autres coachs. Si je développais ma boîte, c'est globalement ça que je voudrais reprendre. La confiance en chaque collaborateur, l'égalité entre chacun, la responsabilité et la liberté. Je trouve que c'est tout un programme. Donc, il y a ces équipes qui s'auto-gèrent, qui s'auto-administrent. C'est pas toujours facile. On a des conflits, parfois on bute, on a des automatismes. Donc il y a des coachs qui viennent justement et les aider à réguler, mais qui n'ont aucun pouvoir de décision. Et dans une boîte comme ça, vous voyez, les fonctions support, c'est 50 personnes pour 10 000 collaborateurs, donc c'est peanuts. Et ça fait du chiffre, c'est pas juste une espèce d'utopie organisationnelle. Donc, quelque part, les points communs, ça va être ma conclusion, les points communs entre ces différents modèles, c'était très rapide et ça nécessiterait qu'on s'y intéresse, qu'on creuse vraiment. Mais à chaque fois, au cœur, c'est une nouvelle relation au vivant qui nous est proposée. Donc, à chaque fois, on va retrouver le concept du fait qu'il y a des limites dans les ressources même des collaborateurs, on les accepte. On est dans une logique de préservation, de régénération et non plus de prédation. On accepte notre finitude et le fait que nous sommes une espèce parmi tant d'autres. On recherche l'équilibre, l'harmonie. On est dans des logiques écosystémiques où les collectifs ont une importance énorme. Et enfin, tout ça, on est dans une recherche de temps long et une volonté de modèles soutenables. Et nous, qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Vous pourrez me dire, mais je n'ai pas très bien compris. Nous, en tant que coach, on intervient sur... on travaille à la fois sur le continuum entre le soi, les autres et le monde, et on va essayer par exemple, on accompagne des dirigeants pour leur dire, si vous voulez aller vers l'économie ou l'entreprise régénérative, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui? En fait, souvent, il y a des résistances, il y a beaucoup de peur, il faut changer de façon de faire, c'est compliqué, donc il faut y investir du temps, de l'argent, donc c'est pas si simple. Donc, moi, j'ai pu constater
que généralement les dirigeants qui bougeaient de manière aussi profonde et qui faisaient bouger leur boîte, c'était pour deux raisons. Soit des impératifs économiques, à un moment donné, quand il y a un enjeu de survie économique de l'entreprise, il y a une contrainte qui est tellement forte qu'elle oblige à repenser le système de fond en comble, puisque continuer à faire la même chose ne marche plus. Contrainte économique, ou alors des valeurs intrinsèques aux dirigeants qui sont tellement fortes, c'est tellement sa façon d'être qui va irriguer l'entreprise de ces valeurs-là, et il va construire avec ses collaborateurs un modèle qui lui ressemble. Je vous ai parlé de quelques entreprises, je vous ai cité quelques noms. Il y en a plein d'autres en France. Déjà, il y a les 150 entreprises de la convention de la CEC. Vous pouvez regarder la CAMIF, la Maïf, le PDG de la Maïf, une assurance, un assureur qui vient de dire que 10% du résultat net chaque année serait alloué à des projets de transition écologique sur le territoire français. Il y a Nature et Découverte, il y a Interface qui fait des moquettes. Enfin, il y en a globalement plein. Donc, ce n'est pas, encore une fois, des utopies de doux rêveurs. Ça existe. Et maintenant, eh bien, il ne tient qu'à chacun de faire le choix du vivant. Je m'arrête là. Je crois que c'est l'heure. On va passer aux questions. N'hésitez pas donc à lever la main. Et ceux qui nous regardent en live, envoyez vos questions à causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Je vois des mains qui se lèvent. Ok, vous m'entendez? Oui. Moi, c'était par rapport dans les premières slides. À un moment, il y avait les points communs donc sur en fait les 3 types de crises. Et à un moment, il y avait la toute-puissance. Et donc, j'avais du mal un peu à faire le rapport avec toute-puissance et les burn-out, quoi. Tout à fait, je te réponds. Quand on est en... Donc, le burn-out, c'est un processus qui est long, en fait, à s'installer. On crame les ressources petit à petit et on ne les laisse pas se régénérer. Certains types de personnalités vont être plus sujettes au burn-out que d'autres. Justement, notamment quand on est dans une logique de perfection. Et l'entreprise, aujourd'hui, dans une logique de performance, elle va chercher des gens qui sont très engagés dans le travail, à qui on va demander plus, toujours plus, etc. Souvent, on retrouve des individus qui ont du mal à poser leurs limites et qui se disent, en fait, moi, je peux tout. Je peux continuer à enchaîner les nocturnes, je peux continuer à ne pas prendre de vacances, à travailler le week-end, je peux continuer à ne pas avoir de vie sociale parce que je suis de plus en plus performant. C'est une sensation, un ressenti dans le travail. Et donc, je n'écoute pas. C'est comme si on se coupait de tout le reste de notre système. Hein. Le système du corps, il y a la tête, le mental, qui est très, très, très prégnant dans nos pays occidentaux. Il y a le cœur, les émotions. Les émotions sont des signaux. Hein. C'est un langage, les émotions. Et puis, il y a le corps, le reste du corps. Alors, il y a la maladie, le mal dit des choses. En fait, quand on est dans cette logique-là, on est dans un hyper-investissement émotionnel dans le burn-out, on perd pied, on se coupe du cœur et du corps. Il n'y a plus que le mental. Et le mental, il est très très fort. Hein. Il peut nous faire tenir très 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 longtemps. Jusqu'au moment où, en fait, les deux autres parties, parce que ce n'est pas 90%, 5% le cœur, 5% le corps, hein, c'est quand même plus équilibré que ça. Mais comme le mental a pris la main, c'est le mental qui est dans la toute-puissance. Il est dans un espèce de fantasme de toute-puissance sur le reste de la machine qui, elle, dit non, mais tu n'écoutes pas. Eh bien, il y a un moment donné, ce qui se passe, c'est que le cerveau, là, dit stop, je coupe. Tu n'as pas écouté les X signaux que je t'ai envoyés avant. C'est fini, maintenant c'est trop tard. Les gens mettent énormément de temps à récupérer. Hein. Donc parce que là, après, une fois que on se reconnecte au cœur et au corps, là, on n'est pas tout à fait d'accord entre nous et nous. Il y a différentes parties. Donc c'est ça le sentiment de toute puissance, c'est que le mental nous conduit à penser que, en fait, on peut tout, que nous sommes des super humains. Et en général, on est rattrapé par le fait qu'on peut être super, mais on a quand même des limites. C'est ça le sentiment de toute puissance. On a une question encore en amphi. Je passe la main. Alors, bonjour. Tout à l'heure, vous avez donné des étapes lorsqu'on arrive, je ne sais pas, quelque part, on doit observer. Vous avez dit observer. S'inspirer. S'inspirer. Et le troisième, c'était intégrer. Essayer d'en faire quelque chose, quoi. D'accord. Alors, je pense que je suis un peu en phase d'observation, encore au saisie. Et moi, mon premier ressenti, alors je suis en QSE, pour faire simple, en QHSE,
Ça suppose que je fais de l'environnement. Ou alors que je suis supposé faire... Enfin, je fais de l'environnement, disons ça comme ça. Et le contexte dans lequel je suis, justement, devrait me préparer à tout ce que vous dites. Alors, en attendant que vous nous disiez, vous, ce que vous avez pu observer ici, moi, je vais vous dire ce que j'ai observé, moi. Alors, je pense que le greenwashing ne s'arrête pas simplement au niveau de planter des arbres. Alors, je vais le dire pour les encadrants du CESI qui sont là. Je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de tri au CESI. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que aux toilettes, alors on parle d'économie d'eau. Oui. Quand vous appuyez sur la pompe d'eau, elle pourrait éventuellement apporter des solutions. J'ai fait le décompte, ça met à peu près 13 secondes pour s'arrêter de couler et le débit permettrait de laver facilement 2-3 mains. Mais donc c'est à vous les ingénieurs d'inventer les solutions pour que ça soit économe en eau. C'est super. Mais si. Non ? Vos interrogations, on ne va pas refaire le CESI là maintenant, mais en tout cas, vos observations, alors on n'est pas dans la critique, il s'agit de changer de système. Nul n'est parfait. Je ne suis pas du tout parfaite dans tout ce que je fais. Et de toute façon, la perfection, ce n'est pas ce qu'il faut chercher. Quand vous observez des choses, j'imagine les écoles, elles sont en train de bouger. D'accord ? Je ne connais pas le CESI, moi je viens juste parce que j'ai été invitée pour cette causerie. Je ne connais pas tout ce que vous faites déjà et tout ce qui est dans le pipe et tout ce qui reste à faire. C'est un chemin. Donc il faut de l'humilité, de la patience, de l'engagement, de la persévérance. Vos observations, moi mon conseil, c'est de les faire remonter. Faites-les remonter. Il existe peut-être déjà des solutions, ou alors ça va faire apparaître un problème nouveau sur lequel vous allez pouvoir plancher pour apporter des solutions. Exactement. L'eau potable qui irrigue nos toilettes dans les habitats particuliers et collectifs, oui, c'est une hérésie. L'eau potable est un bien extrêmement précieux. Donc il y a des solutions, et moi j'espère que vous êtes en train de plancher là-dessus. Une question via le live. N'est-ce pas au contraire la logique concurrentielle qui empêche les dirigeants d'entreprise de bouger tant qu'ils n'approchent pas de la faillite ? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là c'est compliqué parce que je n'ai pas le temps de beaucoup développer, mais dans un système, prenons une entreprise, effectivement, elle ne vit pas, elle ne produit pas toute seule sur son île. On est dans un jeu concurrentiel. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des dominos. J'en parlais l'autre soir avec mon mari. Moi, vous pouvez lire Timothée Paric, Ralentir ou périr, un économiste français qui bosse dans une université en Suède sur le concept de la décroissance, un mot qui fait bondir les chefs d'entreprise et le monde politique. À un moment donné, oui, il y aura un petit côté théorie des dominos. Donc, quand il y a un impératif économique, un impératif de survie, c'est soit le dépôt de bilan, soit on se réinvente complètement autrement. Donc là, en fait, on ne change que sous la contrainte extrêmement forte. Il y a une autre conférence que j'ai donnée sur le sujet, les gens m'ont dit mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on attende d'être au fond du trou pour bouger ? Ouais, malheureusement, oui. Alors moi, personnellement, j'ai déjà l'impression qu'on commence à bien toucher le fond. Alors peut-être qu'il y a encore quelques mètres sous nos pieds, mais enfin, globalement, on est déjà bien au fond. On ne changera pas autrement que sous la contrainte, sauf des dirigeants qui se disent, parce qu'ils ont aussi peut-être une indépendance financière, ou en tout cas ils arrivent à avoir des partenaires financiers qui vont les soutenir là-dedans, qui vont donc être dans une autre logique que le profit pur, la maximisation du ROI sur des temps très courts. Là, oui. Et le monde de la finance est en train de changer lui aussi. On travaille avec des fonds d'investissement qui vont travailler, qui vont bien sûr chercher de la rentabilité, c'est la logique des fonds, mais qui vont quand même chercher à soutenir des projets écologiquement qui ont du sens. Effectivement, pas du greenwashing. Aujourd'hui, le greenwashing, tout ça va très vite, parce qu'il y a encore 5 ans, on ne parlait pas de tout ça. Maintenant, le greenwashing, je pense que ça va être de moins en moins possible. Donc, oui, la logique de concurrence, évidemment, elle empêche, c'est une des résistances extrêmement fortes aussi du système. Je vous quitterai avec ça. Je ne travaille pas pour Élise Lucet, mais dans son reportage l'autre soir, le patron de Total, M. Pouyanné, disait ou faisait dire par ses services de communication que de toute façon, le pipeline en Ouganda, il valait mieux que ce soit les Français qui l'aient, parce que sinon, c'était les Chinois qui allaient remporter le marché.
Et on dit, bah oui, mais enfin, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit nous, Français, qui soyons responsables d'un écocide ou les Chinois? À un moment donné, ça pose la question de la responsabilité. Mais donc, c'est très, très compliqué de faire changer les règles du système et ça passe par autant de petites actions que possible, mais petites. Arrêter le bouteille d'eau en plastique peut-être, changer le système d'eau potable dans les toilettes, mais il y a besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans les changements de paradigme. Et ça passe aussi par vos choix professionnels. On va conclure là. On va pouvoir remercier Mathilde chaleureusement pour sa présentation. J'imagine que vous avez encore des questions, donc vous n'hésitez pas, je relayerai à Mathilde par mail. Donc, merci à vous, merci à ceux qui nous ont rejoints via le live aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, on va conclure maintenant. Je vais vous donner quelques informations. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, envoyez votre questionnement à causerie@saisie.fr, comme vous pouvez le voir ici. Voir des replays sur la chaîne YouTube Saisie. Mais également, si vous avez des idées de thématiques, des causeurs à valoriser, envoyez également ces informations qui seront peut-être prises pour la programmation de l'année prochaine qui se fait dès juin. Voilà. Merci à tous. La semaine prochaine, on va passer sur l'innovation donc avec Monsieur Boulanger qui nous vient de Belgique, qui nous fait le plaisir de venir chaque année pour faire une petite causerie un peu interactive, très sympa. Je vous conseille de la regarder. Et puis, avec grand plaisir, on se retrouve très prochainement. À vous aussi. Prenez soin de vous et bon après-midi à tous. Merci.